Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes très fiers et ravis de vous accueillir pour cette première édition de Ready for It. Toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour concevoir et orchestrer ce nouvel opus de DG Consultant. Alors pourquoi Ready for It ? Parce que toutes les entreprises sont lancées dans leur transformation digitale. Les technos sont là, c'est maintenant. Tout l'écosystème IT est impliqué dans cette transformation digitale. Nous avons souhaité vous faire participer à un événement sur la convergence des technologies et des compétences. On s'est particulièrement attaché à vous proposer un événement pragmatique et interactif avec de nombreux formats, des contenus axés particulièrement sur des cas pratiques et des retours d'expérience, des démos, des innovations qui seront présentées sur le Tech Lab que vous découvrirez demain au cœur du forum. Et bien sûr, c'est la marque DG Consultant, de la convivialité, des échanges informels et formels qui complètent cet événement. J'espère que cet événement répondra à vos attentes, qu'il vous aidera dans vos réflexions et surtout dans l'avancement de vos projets, concrètement. Toute l'équipe sera à vos côtés pendant ces 2 jours. Profitez-en pleinement. N'hésitez pas à faire appel à toute l'équipe DG Consultant si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Quelques petites informations pratiques pour ce soir. Là, vous aurez le temps, après cette conférence plénière, de repasser à vos hôtels. Il y a des navettes dans le sens vers les hôtels et après des hôtels vers la soirée. La soirée a lieu en extérieur au Fairmont, donc prenez quand même une petite laine, ça sera plus prudent. Et demain soir, la soirée est aussi dehors si la météo le veut bien, parce que ça a été un peu capricieux quand même. Et c'est une beach party au Méridien. Donc là aussi, tenue décontractée et petite laine seront les bienvenus. Voilà. Je vous souhaite une très bonne conférence et surtout un très bel événement. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Majda Chaplin, modératrice et animatrice de cette conférence plénière d'ouverture. Direction IT, saurez-vous vous réinventer. Majda, merci. Merci. Bonjour à tous. Alors j'ai toujours la lumière dans les yeux, mais c'est un plaisir, malgré tout, de réussir à vous voir tous. Je suis très honorée d'ouvrir cette première édition de Ready for It, une édition dédiée au SI, une édition qui permet justement de mettre un coup de projecteur sur les SI, enfin reconnus comme catalyseurs de la transformation, catalyseurs du changement. Et c'est important justement de pouvoir l'illustrer à travers cette plénière et les retours d'expérience que vous allez écouter, j'espère qu'ils répondront à vos attentes. Alors, comment est-ce que les IT se sont renouvelés pour s'adapter aux nouveaux besoins des clients ? Comment faire preuve d'agilité et innover tout en préservant la sécurité des systèmes d'information ? Très important. Faut-il obligatoirement sortir des traditionnels modèles, business models, pour générer davantage de valeur et contribuer à la croissance ? Et enfin, comment se repositionner dans l'organisation ? C'est ce que nous allons voir à travers ces échanges pendant un peu plus d'1 heure. Alors, sans plus tarder, j'appelle Maud Fiancette, qui est DSI Suez France, et Frédéric Charles, qui est directeur. Une petite musique, s'il vous plaît. Je suis allée trop vite, peut-être. Et vous, merci. Là et là. Et Frédéric Charles, donc directeur stratégie digitale et innovation de Suez Smart Solutions. On se lance ? Bonjour. 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 Alors, Suez est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le groupe s'est lancé dans une vaste transformation, une transformation digitale pour s'aligner justement sur les besoins de multiples clients, à la fois les collectivités et les entreprises industrielles. Alors Maud, je démarre avec vous. Que représente justement le digital et la transformation digitale pour un acteur comme Suez ? On a pu constater que cette transformation digitale va concerner chez Suez tant le métier du déchet, de la gestion des déchets, que le métier de l'eau.
Donc c'est un impact général, on va dire, la digitalisation pour nous. Et finalement, on estime qu'on a 3 grands enjeux au travers de cette digitalisation. Le premier, comme beaucoup d'ailleurs de nos concurrents ou des grandes entreprises, c'est de ne pas perdre et de conserver donc nos parts de marché sur nos métiers. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse ubérisation et nous pouvons aussi être confrontés à ce genre de sujet. Le deuxième enjeu, c'est de gagner des parts de marché, puisque nous avons la digitalisation, c'est beaucoup de données, nous en avons beaucoup. Donc on peut tout à fait imaginer, c'est ce que nous faisons, de proposer des nouveaux services à nos clients et donc gagner des parts de marché. Et je peux donner par exemple ce que nous avons récemment fait sur le déchet en mettant en place des marketplaces qui permettent de mettre en relation des producteurs de déchets et d'autres entreprises qui ont besoin de ces déchets pour vivre, justement. Et le troisième enjeu, plus classique, je dirais, c'est utiliser ce monde de la digitalisation au sein même de l'entreprise pour accélérer notre performance opérationnelle. Et là, on va être dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Et là, il y a de quoi nous rendre plus performants à l'intérieur de l'entreprise. Alors Frédéric, justement pour Suez Smart Solutions, vous avez aussi les mêmes définitions autour du digital ? Alors effectivement, Suez est un acteur majeur du développement durable et sur nos 2 métiers, on veut réduire les consommations d'eau et on veut réduire les déchets. Or, nos contrats sont proportionnels au prix du nombre de déchets que l'on traite et le nombre de volumes que l'on distribue. Donc on a une équation qui est depuis un certain temps qui est assez compliquée de ce point de vue-là. Donc c'est là que le digital rentre en jeu, puisqu'en fait, on va chercher de la performance et on va s'engager sur des contrats de performance, sur des objectifs qui sont atteints. On va s'engager sur de l'eau plus intelligente, ce smart water, sur de la confiance. Et c'est ça que l'on va finalement, facturer à nos clients dans le cadre de ces métiers-là. Et ça a démarré bien avant qu'on parle de digital, avec l'automatisation des usines. Donc on était déjà dans le temps réel, on était déjà dans les modèles hydrauliques à l'époque, uniquement. Maintenant, on va parler de modèles plus sophistiqués. Donc finalement, le digital a été pour nous, et le focus sur le digital a été pour nous une formidable chance et opportunité de mettre en avant beaucoup plus de valeur pour nos clients par rapport à la valeur que l'on pouvait leur donner avant en étant uniquement comptable de mètres cubes ou de tonnes. Alors, on parlait justement de transformation. Vous avez présenté vos enjeux respectifs. Quel est le rôle de l'IT, concrètement, Maud, dans cette transformation, ce grand chantier que vous avez entrepris il y a quelque temps déjà ? J'ai la conviction, et je pense que les DSI dans la salle ne pourront pas me contredire, que l'IT, avant c'était un mal nécessaire, et maintenant c'est un partenaire de l'entreprise, puisque en digitalisant justement toute l'entreprise, eh bien l'IT, elle doit être là, on doit être encore plus efficace, encore plus agile, encore plus fiable. Puisque, il y a encore quelques jours, je discutais avec un des métiers que nous servons sur son plan de reprise d'activité. Eh bien, faites un plan de reprise d'activité quand il n'y a plus aucun document, que tout est digitalisé. Eh bien, voilà, le plan B, il n'existe pas en fait. Donc, ça nous oblige à être encore plus performants qu'avant. Et tout en aussi travaillant sur la sécurité de ces systèmes, puisque c'est quand même un point très très important. Alors, Frédéric, pour Suez Smart Solutions, vous souhaitez couvrir justement toute la chaîne de valeur, la data, les métiers, les services, pour répondre aussi à quelles problématiques au sein de Suez Smart Solutions ? Donc, effectivement, on se définit en termes de métier comme à la fois un éditeur, un opérateur de réseaux d'informatique industrielle, ou d'Internet des objets, comme on dirait aujourd'hui, et comme un intégrateur. On a commencé très tôt en étant intégrateur de solutions technologiques pour automatiser les usines, donc des solutions qui peuvent être très techniques,
d'automatisme, mais intégré à l'informatique. Il y avait déjà un lien, des solutions de sécurité. Aujourd'hui, cette compétence-là, on l'a développée sur les usines et on s'aperçoit qu'elle est tout à fait pertinente dans des usines beaucoup plus grandes qui s'appellent les smart cities, les villes intelligentes, où finalement il y a énormément d'acteurs qui s'échangent des données avec des problématiques de sécurité qui sont aussi similaires. Donc on est intégrateur. On a ensuite été opérateur de service quand on a travaillé il y a une dizaine d'années avec la ville de Paris, où on a mis en place le réseau de télérelève d'une partie de la ville de Paris. Et depuis, on opère l'ensemble de son réseau de télérelève. Ça veut dire qu'on vend le service de déployer des compteurs communicants, de les relever tous les jours, de s'assurer que la chaîne de communication fonctionne, et si elle ne fonctionne pas, de faire ce qu'il faut pour la traiter, qu'on soit au niveau du compteur, du capteur, de l'émetteur, du récepteur, du disque dur qui recevait la donnée ou de l'application qui l'a traitée. Donc on est vraiment dans cette chaîne globale. Et ça nous a amené à un troisième métier qui est de devenir éditeur, puisqu'en fait toutes ces données ont fait que sur ces dernières années, on a développé des gammes intelligentes de logiciels qui traitent ces données et qui permettent de faire du pilotage intelligent. Donc on se définit plus par rapport à des métiers traditionnels d'éditeur, d'intégrateur et d'intégrateurs. Alors revenons un peu à la genèse. On le voit, DSI, Maud, vous êtes DSI Suez France. Frédéric, vous êtes directeur effectivement innovation. Stratégie digitale. Merci. Stratégie digitale et innovation de Suez Smart Solutions. Pourquoi justement cette nouvelle organisation? Qu'est-ce qui a fait que finalement on est passé d'une DSI unique à 2 DSI peut-être? Alors, en fait, ce ne sont pas 2 DSI. Il y a une DSI, en effet, Suez France, et il y a une business line digitale. Et pour moi, ça a été, pour nous, je pense que Suez a enfin, je dirais, mis une définition au mot digital. Et cette définition, eh bien, c'est des services vendus à nos clients. C'est-à-dire que la business line digitale, ce n'est pas une DSI, elle a un PNL, alors que moi, je n'ai que des coûts. Et cette business line digitale, eh bien, elle construit des services pour ses clients. Elle construit donc aussi des services pour ses clients internes, dont je suis. Donc, j'achète des solutions à la business line digitale. Elle est éditeur, comme l'a dit Frédéric, et elle travaille et elle digitalise finalement la relation avec le client. Donc elle s'occupe de la digitalisation du client. Alors que la DSI, si je reviens sur la DSI, la DSI, elle sert 30 000 collaborateurs. Nous sommes 300, 250 applications. Donc c'est un gros éléphant à bouger. Mais somme toute, nous nous occupons de la digitalisation au sein des métiers. Donc nous, on sert plutôt les collaborateurs et les experts métiers. Et finalement, l'un et l'autre, puisque l'un travaille avec l'autre, eh bien, nous rendons un service, nous allons rendre et nous tendons vers pour rendre un service sans couture entre notre collaborateur et notre client. Donc on se met en situation d'avoir un système d'information qui communique tant avec nos collaborateurs qu'avec nos clients. Et bien entendu, on a les mêmes joyeusetés de build, de run, d'incidents. Voilà, ça c'est bien commun, ça. Alors justement, quels sont les objectifs que vous avez en commun? Alors, eh bien, en fait, je crois que c'est ça le grand plus, c'est qu'on a un objectif commun. Et on s'en félicite d'ailleurs parce que je pense que ça nous a on s'est longtemps cherché là-dessus et on n'est plus dans c'est à toi, c'est à moi. Voilà. On a un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est d'accompagner la transformation de nos clients, qu'ils soient collectivités ou industriels, en leur proposant des services basés sur des solutions qui sont innovantes, robustes et qui communiquent avec le SI du client. Ce sans couture. Oui, tout à fait. Donc, on œuvre les deux pour l'avantage compétitif de Suez. Et en fait, on cherche le 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que finalement, si on a un SI qui est bien digitalisé et qui est ouvert, et qu'on a un SI
On a une plateforme digitale qui sait parler à nos clients en métropole. La somme des deux, à ce moment-là, c'est communiquer de bout en bout, c'est-à-dire qu'on est capable, depuis nos clients collectivités qui aussi sont assez multiples et assez complexes, communiquer avec la plateforme digitale qui elle-même communique avec le SI. Alors on va dire, mais pourquoi ce maillon technique intermédiaire? En fait, nos clients nous le demandent. C'est-à-dire que nos clients souhaitent avoir une réversibilité. Et dans certains cas, donc certaines applications que l'on met en place, on les met en place comme pour les usines, avec la possibilité que si jamais Suez n'est plus opérateur, mode s'en va, les logiciels peuvent rester au milieu. D'où cette logique, de faire 1 + 1 égale 3 et d'arriver à aller beaucoup plus loin pour travailler avec les DSI des collectivités locales et de certaines agglomérations et métropoles qui sont peut-être dans la salle. Alors cette évolution justement, où vous nous l'avez clairement expliqué, évolution du business model, changement plutôt du business model, est-ce que ça se fait facilement ou dans la douleur? Donc on est une business line, donc je sais pas, le commercial c'est toujours de la douleur parce qu'il y a des objectifs à court terme, il y a un PNL, même la direction, j'aime bien rigoler en disant que je vais être le seul directeur de l'innovation de France qui a un PNL avec un EBITDA. Donc on est dans une démarche commerciale permanente et on accompagne Suez dans ses offres long terme, 5 ans, 10 ans, 12 ans, aux collectivités pour opérer des services. Et dans cette offre, le système d'information arrive. Une partie vient des services régaliens qui existent en standard pour piloter les opérations, comme ça a été dit. Et puis une partie peut être nouvelle et doit être définie. Donc là, on en arrive finalement à se dire que la gouvernance qu'on peut établir en interne, elle n'a plus tellement de sens quand on est dans une démarche commerciale. Et donc, j'étais d'ailleurs responsable de la stratégie et de la gouvernance à la DSI dans un poste antérieur. Il y a une vraie évolution. Et donc, le fait de passer au côté commercial fait qu'en fait, on va travailler à la fois pour le client et à la fois pour l'interne, en essayant de concilier 2 objectifs. On a une grande chance, les contrats que l'on signe sont des contrats longs, donc on a le temps de s'adapter. Alors Maud, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a parfois des points de friction? C'est vrai que Frédéric parlait effectivement de la gouvernance qui avait évolué. Est-ce que vous pouvez illustrer de façon plus concrète cette synergie que vous avez mise en place? Oui, on travaille en fait beaucoup plus en amont ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des grands appels d'offres, par exemple, qui arrivent, que ce soit pour des collectivités ou le monde de l'industrie, en fait, on se met ensemble pour répondre à ces appels d'offres. Donc, on co-construit les solutions aussi, hein, et on définit ensemble quelle est l'architecture. Alors, la DSI reste garante de l'architecture globale du SI de Suez, mais le SI, je dirais, interne à Suez, voilà. Et on a un SI qui est en frontière, comme l'a dit Frédéric, et ce SI-là, on le gouverne ensemble. Et puis, bien sûr, il y a aussi des sujets de sécurité du SI, et ça, la DSI reste régalienne sur ces sujets-là, puisque là, il n'est pas question de commerce ou pas, il faut quand même faire 2-3 petites choses. Donc, on a quelque part un premier travail ensemble de co-construction des solutions. Donc après, je dirais que ça glisse tout seul, puisque comme on a co-construit, on a décidé ensemble si les solutions qu'on proposait dans cette réponse à appel d'offres étaient reproductibles, est-ce qu'elles étaient industrialisables, ou alors est-ce que c'était non, trop dédié à un client, et donc on le laissait faire. Donc comme on s'est mis d'accord là-dessus, je dirais qu'après, ça vient tout seul, et généralement, c'est fluide. Bon, parfois, ça l'est moins, mais faut pas oublier qu'à un moment, on a le même patron. C'est une patronne, d'ailleurs. Donc, voilà, on a Marie-Ange Debon, la directrice générale adjointe en charge de la France, qui, à la fin de la fin, peut être l'ultime corde de rappel, mais on essaie d'éviter de se retrouver dans son bureau. Alors, justement, quand il y a friction, comment ça se gère ? Alors, les sujets de friction, comme on doit avoir quand même un système, un SI sans couture, et on aime bien dire la donnée doit circuler en ville, quels que soient les opérateurs, donc c'est l'architecture. Donc ça veut dire qu'on va travailler très en amont sur ces architectures-là. Par contre, l'architecture, elle est celle du début, celle du milieu, celle de la fin, de quand on va livrer le système final. Et c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement la même notion du temps. Parce que quand on est dans un mode commercial, on va plutôt aller vers des minimum viable products qu'on sait vendre rapidement. Et puis après, on verra si on évolue. On ne cherche pas nécessairement à le faire pour 12 clients tout de suite, mais d'abord pour un seul. Si on y arrive, ce serait déjà bien. Alors que
quand on va être côté architecture du DSI, on va plutôt dire, oh là, attention, si tu en as un, moi je vais prévoir les 12 clients. Voilà. Donc on n'a pas la même notion du temps. Donc en fait, c'est pas tant une des frictions sur les finalités, je pense qu'elles sont bien partagées, mais c'est sur le chemin à chaque fois, et avec la problématique de la temporalité pour parcourir ce chemin ensemble, parce que ne pas être assez rapide pose un problème commercial, mais réciproquement, d'être trop rapide peut poser aussi un autre problème commercial plus compliqué plus tard. L'innovation est effectivement un vrai levier pour générer des nouvelles croissances. Vous nous parliez tout à l'heure de ce fameux PNL. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous favorisez cette innovation au quotidien? En fait, on co-innove avec nos clients. Donc, d'une certaine façon, c'est de dire que nos clients financent 50% de notre innovation. Bon, on dit pour aller du PNL. Donc, typique, ce qui est qui est pour eux, puisqu'en fait, à la fin, les solutions qui sont déployées le sont pour eux. La semaine dernière, donc, il y avait Vivatech, on a lancé le Data Challenge, où en fait, l'ouverture des données du centre de pilotage On-Dijon, qui est une grosse réalisation avec Bouygues et Citellum. Les données sont ouvertes et on fait un appel à projet où on finance des entrepreneurs ou des sociétés qui ont envie de répondre à certains challenges, notamment au niveau de la ville. Donc voilà, donc là on est en co-innovation. On va travailler avec une ville pour développer nos systèmes. À Saint-Étienne, on va développer avec la ville, dans le cadre d'un appel à projet innovation, qui est d'ailleurs à partir des PIA du groupe, de développer une plateforme digitale pour faire interopérer les données avec les derniers standards Kubernetes, Kafka et autres. À la fin, la plateforme appartient à la collectivité. Nous, on a travaillé ensemble. On est plus dans une logique un peu open source, si j'ose dire. Plus près d'ici, à Nice, on a des algorithmes qui fonctionnent pour GRDF. Donc là, on ouvre à d'autres acteurs dans le cadre d'Alliance pour traiter des sujets de Smart City. Et on a des pilotes aussi avec de télérelève, on appelle ça génération, qui permettent de faire du suivi de seniors par rapport aux consommations d'eau et pour permettre un maintien à domicile. Voilà, donc en fait, à chaque fois, ces idées, elles arrivent des clients et on va chercher à trouver un terrain d'expérimentation parce qu'à la fin, notre informatique, elle est sur le terrain, elle est sur le territoire. Peut-être le mot que j'utilise le plus. Donc, c'est vraiment là qu'on va retrouver l'innovation sur les territoires. Et la DSI, elle intervient à quel moment sur ces exemples-là que vous aviez cités? Elle intervient dans la définition de l'architecture, comme on disait tout à l'heure, et puis elle intervient aussi parce que les données finalement qu'on utilise, elles circulent dans le système d'information dit back-office ou dit legacy. Donc elles arrivent des systèmes portés par les équipes de Smart Solutions. Elles rentrent dans nos systèmes pour opérer. Quand on envoie un collaborateur pour intervenir sur un réseau, sur une canalisation, la donnée, elle est venue par la digitalisation, mais enfin, il faut quand même bien ordonnancer la tournée. Et là, c'est DSI plus classique. Donc, la DSI, elle intervient pour faire en sorte qu'en termes d'architecture, ces données circulent et en toute sécurité et que nous assurions qu'elles soient distribuées au bon endroit, au bon moment, et faire en sorte que tous ces SI discutent entre eux de manière le plus souple possible. Les autres départements vous ne fonctionnez pas qu'entre vous. Si. Les autres départements qui interviennent justement sur ces projets, quels sont-ils et à quel moment ils interviennent? Les départements... Alors, par rapport à l'organisation de Suez, là, il y a la DSI, effectivement, Smart Solutions, toute la partie connectée. Alors, sur le SI, bien sûr, moi, je suis la DSI de Suez France. Évidemment, c'est intégré dans un groupe qui s'appelle Suez. Donc, on a une DSI groupe. Et donc, on a aussi donc, des liens, évidemment, forts avec la DSI groupe qui donne des guidelines et des standards que l'on se doit... de respecter, ou si on ne le respecte pas, d'aller expliquer pourquoi. Et dans le domaine de la digitalisation, d'ailleurs, c'est un sujet déjà de frottement qu'on peut avoir entre Smart Solutions et la DSI France. Alors,
qui se décuple avec la DSI Group, qui est un peu plus loin de ces sujets-là. Ils ne sont pas dans la salle, j'espère. Mais voilà, c'est pas toujours... alors ça c'est un premier corps de métier, je dirais, avec lequel on travaille. Et puis, bien évidemment, il y a les métiers, il y a les experts métiers avec qui on construit les solutions et qui, pendant un temps, en effet, ne savaient plus trop à qui s'adresser entre la DSI classique et puis les équipes dites digitales. Et finalement, avec cette nouvelle organisation, les choses sont beaucoup plus claires. Alors, dernière question, tu voulais ajouter? Oui, je disais que les acteurs de terrain, aussi les directeurs d'agence et les patrons de région aussi, c'est eux qui portent les offres en finale et c'est eux qui au final vont en fait être opérateurs des contrats qui sont signés. Voilà, donc ils interviennent indirectement, soit par les directions fonctionnelles, soit par la partie commerciale, puisque voilà, on fabrique quelque chose qui va être intégré à des contrats qui vont fonctionner pendant X années pour le compte de leurs clients. Dernière question, justement, sur vos priorités respectives, Frédéric, au sein de ton département, de ta BU. Non, alors, de manière, je ne sais pas si c'est étrange ou pas, mais 2017, 2018, début 2019, on a fait énormément de choses dans plein de domaines. C'est peut-être lié au foisonnement du digital pour beaucoup de clients un peu partout. Donc, dans les priorités 2019-2020, c'est vraiment la rationalisation sur des briques technologiques où on va commencer à retrouver notre rôle d'éditeur, un peu moins d'intégrateur. On est dans ce cycle, intégrateur, éditeur et puis opérateur, puisqu'après, nos solutions sont en SaaS et on les offre en service. Et dans les sujets, on doit aussi intégrer, bien sûr, le demain. Et dans les sujets technologiques, beaucoup de choses autour de la 5G. D'ailleurs, j'attends avec impatience la keynote de demain sur la Smart City et la 5G. Maud, la transformation, on en est où? Vous êtes sur le... Oh bah c'est fini. Non. Moi, je vais tenter de ne pas finir schizophrène, puisqu'en fait, j'ai les deux pieds au sol avec des rôles classiques de DSI, je dirais, sur la gestion de nos obsolescences, la mise en conformité et la sécurité de nos applications, le move to cloud, et ainsi de suite. Donc des sujets, je dirais, très terre à terre. Je suis une DSI qui regroupe les deux métiers R&V, enfin recyclage et valorisation, et offrance. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? C'est des sujets aussi c'est terre à terre, de rationalisation du parc et ainsi de suite. Et puis j'ai la tête dans les étoiles, puisque vous avez dû le voir, mais nous avons changé de gouvernance la semaine dernière. Donc nous avons un nouveau directeur général, Bertrand Camus, et un nouveau président directeur général, donc Jean-Louis Chaussade, et nous nous lançons sur Suez 2030. Et donc la France va participer à cette transformation, à cette projection à plus de 10 ans. Et évidemment, la question pour moi, c'est qu'est-ce que le SI va amener dans cette transformation. Donc là, on a la tête dans les étoiles. Et puis, tout ce qu'on vient de vous expliquer avec Frédéric, c'est naissant. On n'a pas encore beaucoup de recul sur ce mode de fonctionnement. Donc, évidemment, un de nos enjeux dans cette transformation qui reste à délivrer, c'est la réalité de cette collaboration, et pour nous assurer que nous amenons bien la valeur que nous avons promis d'amener au groupe. Eh bien, merci à vous deux pour ce précieux retour d'expérience. Merci. Merci. On a parlé organisation. Les organisations ne se font pas sans les hommes. Et les hommes doivent avoir des compétences, doivent être formés aux nouvelles technologies, aux innovations. Et donc, le deuxième sujet de discussion va être sur justement les compétences et les formations avec Sophie Vigé, directrice générale de l'École 42, et Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI. Où tu veux. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Donc on va parler effectivement compétences, formation, qui sont aussi les piliers de cette transformation. Alors je vais oser, je vais démarrer par Guillaume, Sophie, si tu veux bien. Bon, vous avez remarqué que la parité était là quand même. Alors, l'ANSSI accompagne justement la transformation des entreprises et des organisations. Cette transformation est porteuse, certes, d'opportunités, mais aussi de nouveaux risques à appréhender sur les systèmes d'information. De quels risques parle-t-on, Guillaume ? Donc oui, on accompagne la transformation numérique, mais sous un angle très particulier, évidemment, puisque c'est celui de la sécurité numérique, avec finalement un constat que l'on fait aujourd'hui collectivement, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça que je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, plutôt avec des DSI, plutôt avec des gens qui font cette transformation numérique, parce qu'en l'espace de quelques années, l'idée que la sécurité était un pilier de la transformation numérique s'est imposée. Il y a 5 ans, parce que je suis là-dedans depuis 5 ans à l'ANSSI, mais il y a 5 ans, c'était pas ça. Il y a 5 ans, c'était d'un côté ceux qui faisaient des SI, ceux qui faisaient de l'informatique, on parlait encore d'informatique encore, ceux qui faisaient du numérique, et de l'autre ceux qui faisaient de la sécurité, avec souvent une opposition entre les deux. En l'espace de 5 ans, il s'est passé plein de choses, du côté des gentils, mais également du côté des méchants, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes ont compris que les risques qui pesaient sur les systèmes d'information, et l'ensemble des systèmes d'information, hein, pas uniquement notre bureautique, ces risques-là sont devenus absolument majeurs, et qu'à ne pas prendre en compte la sécurité numérique, c'était à peu près la garantie que tout ce que l'on construit aujourd'hui allait s'effondrer à court ou moyen terme. Ces risques, très rapidement, c'est simplement tout ce que l'on peut faire quand on accède à un système d'information et qu'on est mal intentionné. Alors ça peut être quoi ? Ça peut être espionner. Nous, notre fonds de commerce, entre guillemets, ce que l'on traite à 90% avec des victimes, c'est de l'espionnage. Et je dis 80%, c'est évidemment un chiffre faux, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est un sujet dont on ne parle pas, parce que les victimes n'ont pas envie d'en parler, les attaquants encore moins, nous on protège les victimes, donc on n'en parle pas non plus, mais la réalité, c'est un espionnage qui est massif, qui vise à voler tout ce qui est intéressant au sein d'un système d'information, des données personnelles dont on parle beaucoup avec le RGPD, mais pas seulement, des données stratégiques, des données techniques, enfin tout y passe. L'autre grand risque qui est en train de se développer, et particulièrement depuis le début de l'année, c'est un risque criminel. Avec des personnes mal intentionnées qui ont bien compris que rentrer dans un système d'information pour le paralyser et proposer de le libérer d'une certaine manière en l'échange d'une rançon, c'était un business model particulièrement efficace. Alors, on a vu plusieurs variantes de ce genre d'attaque. Aujourd'hui, ce sont des groupes criminels qui sont très organisés, qui sont probablement hors d'atteinte de notre justice pour le moment, donc ils sont au chaud, ils sont tranquilles, et qui vont comme ça taper les victimes, pas au hasard, mais les victimes qui peuvent payer, qui ont intérêt à payer. Et finalement, quand vous êtes une entreprise d'une certaine taille et que vous avez le choix entre rester avec tout bloqué ou bien payer une rançon, eh bien assez rapidement, vous êtes tenté de payer des sommes qui peuvent dépasser plusieurs millions. C'est ça l'ordre de grandeur aujourd'hui. Et ça va continuer à croître très probablement. Et puis le dernier risque, mais j'aime bien faire peur, ça fait des années que je viens dans cette salle pour faire peur aux gens, donc je continue. Même si c'est pas drôle sur le fond, ce qui est en train de se préparer, le vrai risque où vous pouvez tous être, nous pouvons tous être des victimes, c'est le risque de véritables conflits au sens militaire du terme, qui vont demain, ça a déjà un peu commencé, ces conflits, les champs de bataille vont devenir de plus en plus numériques. Alors pas seulement, hein, la guerre à l'ancienne a encore de beaux jours devant elle, mais la guerre numérique va se développer. Et là, je cite jamais de nom parce que les gens avec qui on travaille, les gens que l'on aide, évidemment, on garde une certaine forme de confidentialité quand on peut, et la plupart du temps on peut, mais la plupart des réflexes des gens que l'on aide, c'est mais pourquoi nous ? C'est vraiment trop injuste, à la mode Calimero, mais c'est pas trop injuste en fait, c'est parfois un peu le fruit du hasard, et c'est surtout, en général, il faut bien le dire, je dis pas que c'est la faute aux victimes, parce que ce serait totalement injuste, mais très souvent c'est la prise en compte de ces questions de sécurité numérique qui n'a pas été faite au juste niveau et qui peut se payer extrêmement cher. Donc voilà, mon message, mais je ne veux pas conclure tout de suite, c'est vraiment prenez en compte ce sujet de la sécurité numérique au bon niveau pour éviter que ça ait des conséquences autrement qui peuvent être absolument dramatiques. Ce qui suppose effectivement d'avoir les bonnes ressources en interne pour pouvoir piloter cette sécurité correctement. Alors je reviens vers vous, Sophie, oui. Les compétences et la formation, donc on le disait, les piliers de cette transformation. Pourtant, on voit bien que l'offre et la demande ne sont pas du tout alignées, qu'on a à la fois des
des métiers qui sont rares et des compétences recherchées et des métiers en tension. Comment est-ce qu'on fait face à cette situation-là? En formant plus de gens. Oui. Oui, ce que vous disiez, c'est que déjà, il y a un décalage énorme entre l'offre et la demande. Juste en quelques chiffres, juste un chiffre déjà important, c'est à 42, on a 100% d'embauche. C'est bien évidemment parce que c'est une formation d'excellence, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il y a vraiment une demande extrêmement forte. Et vous le savez certainement, s'il y a des DSI, on manque énormément de talents. Il y a des chiffres qui font un peu peur, comme d'ici 2022, je crois que c'était, il manque 200 000 postes en France. Et pour l'Europe, c'est 700 000 postes. Donc on voit qu'on a en effet un décalage énorme entre l'offre et la demande. Alors sur les compétences et sur les métiers, alors les métiers en tension, ils sont très larges et très vastes. En fait, tous les métiers liés à l'informatique, quasiment, mais que ce soit de la cybersécurité, de l'embarqué, du web ou autre. Et ensuite, sur les plus importants, il y a une forte demande sur la partie développement web et applications mobiles. Mais après, c'est difficile parce qu'il y a des compétences en fait, qui peuvent être utilisées en IoT, comme en web, comme un peu dans tout. Je crois que ce qui est important surtout, encore des chiffres qui font peur, parce que l'humain il aime bien avoir peur, quand on fait peur on retient mieux, c'est quand on parle de d'ici 2030, 85% des métiers, on ne les connaît pas encore. Alors du coup, on se dit en 2030, a priori, on sera tous en train de bosser encore. Donc, est-ce que notre métier, il va continuer à exister ou est-ce qu'on va se retrouver out? Alors, moi, je ne crois pas aux trucs un peu catastrophistes comme ça, mais c'est surtout qu'en fait, ils vont évoluer. C'est vrai que la plupart des métiers vont être amenés à évoluer. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne ces évolutions et comment est-ce qu'on sait les anticiper? Justement, certainement en changeant de modèle. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Je crois qu'on va s'éloigner fortement du modèle où on apprend pendant 20 ans un métier, puis après on l'exerce pendant 40, 50 ans. Ça va énormément changer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait sauter la limite d'âge à 42, qui était à 30 ans. C'est que maintenant, on fait un métier, puis on peut être amené à changer, bien évidemment, et pas rester dans une carrière comme ça, monodomaine. Donc voilà, mais surtout... Pour pouvoir les anticiper, on change de modèle aussi. Avant, ce qu'on enseignait particulièrement à l'école, c'était surtout, et on misait surtout sur le calcul. Et la capacité de calcul, la capacité de mémorisation, même dans nos grandes écoles, c'est surtout ça, bien à fond. Et en fait, pour l'instant, on n'emmène pas large face aux ordinateurs, aux machines, sur tout ce qui est calcul et mémorisation. Et donc, c'est plutôt des compétences, disons, on va plus dire plus humaines, qui nous distinguent peut-être plus, pour l'instant en tout cas, de la machine, plus comme le questionnement, la créativité, la collaboration. Et surtout, un des mots-clés, c'est surtout d'apprendre à apprendre. Voilà. Et c'est principalement ce qu'on fait à 42, c'est d'apprendre à apprendre et pas avoir juste une compétence qui correspondra à un besoin marché. Et puis, quand celui-ci disparaît, quid de cette personne? Donc voilà, donc je crois que c'est principalement d'apprendre à apprendre. Alors, Guillaume, comment est-ce qu'on pallie justement au manque de compétences? Sophie nous a donné quelques axes. La vision de l'ANSSI. Non, mais il faut faire de la pédagogie, il faut apprendre les choses et il faut l'apprendre finalement à des publics qui sont extrêmement variés. On a bien sûr la question des experts qui est centrale aujourd'hui. Et donc, voilà, on a des formations que l'on labellise, il y a de plus en plus de formations. Alors, je ne vais pas parler pour la cybersécurité, mais c'est valable de manière générale pour le numérique. Ça, c'est positif. Maintenant, quand on regarde le décalage entre l'offre et la demande, ça s'aggrave. Donc, c'est quand même particulièrement inquiétant. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ces experts dont on a besoin, ils ne servent à rien s'ils sont isolés dans leur coin et incompris du reste de la structure où ils sont, que ce soit une structure publique ou une structure privée, c'est exactement pareil d'ailleurs. Nous, notre première cible aujourd'hui, ce sont les décideurs. Ceux qui doivent être amenés justement à faire les arbitrages. Parce que ce dont on parle, c'est du numérique, c'est de la sécurité numérique, donc à un moment ce sont des arbitrages, parce que c'est une question de coût, c'est une question de prise de risque, et tout ça, ça doit être fait avec des décideurs qui sont mis en position de décider. C'est encore très très rare aujourd'hui, ce genre de situation. Donc il faut former les décideurs d'une certaine manière. Alors, il y a une forme de confidentialité, donc je ne vous raconterai pas ma vie à parfois expliquer à certains ministres ce que c'est que le cloud. C'est parfois pas triste, évidemment, parce qu'ils n'ont pas tous cette culture digitale. Ça viendra, mais pour l'instant, c'est encore parfois compliqué. Mais fondamentalement, c'est pas à eux, c'est pas à eux qu'il faut reprocher de ne pas avoir ces bases-là. C'est aux experts, à ceux qui savent ce que c'est, d'apporter des éléments qui leur permettent de décider pour de vrai. Donc les décideurs, c'est absolument essentiel.
Une fois que les décideurs commencent à comprendre, l'idée c'est de faire rentrer ce numérique qui est un peu souvent traité de manière séparée du reste, un peu ad hoc, de le faire rentrer dans le fonctionnement naturel. Alors, il y en a qui le font très très bien, et il y a d'autres entités, publiques ou privées encore, où c'est beaucoup plus complexe de toute évidence, et où le numérique, ça garde encore un côté un peu bizarre, en mode, mais c'est pas notre métier de faire ça. Vous apprécierez évidemment ici l'avenir que peuvent avoir des boîtes qui considèrent que le numérique n'est pas leur métier. Et on a eu un très bon exemple, je pense, à l'instant avec Suez, sur le fait que ça a transformé tous les métiers finalement. Et il y a très peu d'entreprises qui peuvent prétendre ne pas être impactées par ces choses-là. Il y a également la question de l'ensemble des collaborateurs. Donc, nous, on dit les agents, dans le privé, on dit plutôt les collaborateurs. Mais nous, on voit ça sous l'angle de la sécurité, mais on sait très bien que si les collaborateurs font de grosses erreurs en matière de sécurité, la DSI, les directions de sécurité, tout ça, ils peuvent s'acharner autant qu'ils veulent, ils vont avoir du mal à protéger l'entreprise. Donc il faut former les gens. Et là, pour le coup, c'est pas en faire des experts en cybersécurité, c'est vraiment leur apprendre les gestes élémentaires. Voilà, les gestes de base. On parle parfois d'hygiène informatique, hein, c'est très explicite. Il y a de grosses erreurs qu'il ne faut pas faire et qui aujourd'hui sont encore faites. On fera toujours des erreurs fondamentalement, mais on aide aujourd'hui énormément les attaquants. Et puis, je parlais d'experts tout à l'heure. Les experts, ils ont un rôle central. Il faut en former plus. Il faut en former tout au long de la vie. Aujourd'hui, dans notre domaine, on a encore une sorte d'intuition que si on n'a pas fait du numérique ou de la sécurité numérique dès le départ, on ne peut pas y venir après. Je ne vois pas pourquoi. Ce serait bien le seul métier. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail à mener sur la formation continue de manière à prendre des gens qui ont besoin de se reconvertir, qui ont envie de se reconvertir, pour venir dans ces métiers qui sont passionnants et où il y a un tel déficit. Et puis peut-être le dernier point, les experts, ils ne sont pas que en interne. Ça n'a probablement aucun sens. Il y a des métiers très particuliers. Dans notre monde, par exemple, il y a les questions de la détection des attaques. Détecter des attaques, c'est très difficile, c'est très particulier. En général, je cherche à dissuader plutôt les entreprises, même assez grosses finalement, si ce n'est pas leur métier, de ne pas s'improviser expert dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment un coup à faire beaucoup moins bien. C'est un sport extrême, hein, de détecter les attaques. De même que réagir, par exemple. Réagir quand on est attaqué par des gens de très haut niveau, il faut se faire aider, fondamentalement. Donc les experts, il faut être capable d'aller les trouver à l'extérieur. Et les trouver à l'extérieur, c'est pas si simple, parce que finalement, quand vous avez besoin d'un prestataire pour faire de la détection d'attaque, pour faire des audits, des pentests, pour faire de la réaction à incident, vous prenez qui, au final? Celui qui a le nom le plus en vue, celui qui est le plus cher, celui qui est le moins cher, celui qui est le plus français, celui qui est le plus américain, celui qui est le plus autre chose. Non, c'est très très dur finalement quand on veut aller chercher de la ressource à l'extérieur pour savoir vers qui se tourner. Donc là, je fais un tout petit peu de pub. Pour répondre à ce besoin-là, notamment au niveau des DSI, mais pas seulement, on a mis en place tout un système de qualification, c'est le terme officiel, qui nous permet, à l'issue d'un processus d'évaluation particulièrement poussé, de pouvoir dire, au nom de l'État français, voilà, ces prestataires-là, ils sont compétents et de confiance. Donc deux choses qui sont orthogonales, enfin, pas opposées bien sûr, mais orthogonales. Vous avez besoin de prestataires qui soient compétents, autrement ça ne sert à rien, et qui soient de confiance, sinon la solution est pire que le mal. Et donc ça, une solution qu'on apporte, au nom du Premier ministre, c'est ces listes de prestataires qualifiés. Et donc ces experts, il faut aller les chercher également à l'extérieur. Et je ne peux que vous encourager, évidemment, à favoriser ces prestataires qualifiés. D'accord, j'écoute. Alors, Sophie, sur justement le volet pédagogique aussi, un volet très important pour former ces futurs collaborateurs à l'intelligence artificielle, aux data, à la cybersécurité. Innover dans cette pédagogie, ça veut dire quoi? Alors, comment à 42 on a réussi à innover? Vous savez, on dit que pour innover, la première caractéristique de l'innovation, c'est la transgression. Et qu'il faut savoir transgresser. Quand je repense à Ikea et la manière dont ça leur est venu, qu'ils avaient les tables comme ça avec les pieds, et à transporter, c'est un enfer. Ça coûte un bras, c'est très compliqué. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser, on va laisser l'acheteur final revisser tout ça. C'était assez transgressif. Et donc là, dans la formation, l'idée en termes de transgression, c'était une formation avec pas de prof, pas de cours, rien de tout ça. Alors ça peut paraître très très étonnant, mais c'est très très vertueux. En fait, c'est peut-être pas si innovant que ça, parce qu'en fait, la pédagogie Jacotot, ça date du début du 19e siècle, qui parlait justement du maître ignorant.
Mais finalement, avec cet accès à Internet, avec l'accès au savoir, etc., ça nous a permis de pouvoir changer aussi de ce modèle-là, et de plus avoir un modèle où vous avez une seule personne qui vous explique comment faire, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous allez le faire, qui est un modèle où en fait on est très passif, où on n'apprend qu'une seule manière de faire et qui ne favorise pas la créativité, qui ne favorise pas non plus plein d'autres qualités qui sont des qualités très demandées en entreprise, qui sont justement la capacité à travailler ensemble, à collaborer, à communiquer. Alors c'est sûr qu'à 42, le système pédagogique en fait consiste à, vous avez ce qu'on appelle une sorte de piscine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la piscine. Ça s'appelle comme ça vient un peu des bootcamps. C'est vous jetez des gens dans l'eau puis vous voyez s'ils arrivent à survivre et à nager. Alors c'est pas si barbare que ça en fait, et c'est une période absolument extraordinaire. D'ailleurs, comme tu faisais de la pub, je me suis dit tiens, je vais faire de la pub, j'y ai pensé parce qu'on lance aussi des formations pour des entreprises en proposant à ce que les collaborateurs viennent passer des piscines. Ce qui est génial parce que non seulement en une semaine, ça permet à vos collaborateurs de s'initier à tout ce qui évidemment est sensibilisé au code, au développement informatique, mais en plus en termes de team building, c'est extrêmement efficace. Et donc, le principe consiste à être face à des problématiques, à des problèmes que vous devez résoudre. Vous n'avez pas d'aide pour les résoudre, c'est vous-même qui allez trouver, alors pas vous-même, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même, mais c'est en travaillant avec les autres, en échangeant, en collaborant, en allant chercher, pour ceux qui sont plus à l'aise avec un manuel, avec une vidéo, avec un texte, sur un forum, en s'entraidant. Et c'est comme ça que vous allez avancer et que vous allez petit à petit résoudre les problèmes. Donc ça vous amène à vous poser les bonnes questions, à savoir vous poser des questions, à travailler différemment, à travailler aussi en ayant un autre regard, à aussi être respectueux de l'autre, à comprendre que l'autre est une richesse et qui vous permet d'aller plus loin. Voilà comment on a innové en pédagogie à 42. Le recrutement aussi doit évoluer, la façon dont on recrute en entreprise. Oui, alors là, je suis peut-être moins bien placée pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet, mais c'est sûr, d'abord, je pense qu'il évolue déjà énormément, enfin, j'en suis persuadée, que justement, des outils comme l'intelligence artificielle ou le traitement informatique permet de faire du traitement par l'eau, de diminuer les coûts, mais aussi, parce que souvent, on s'inquiète de l'intelligence artificielle, etc., mais ça permet, par exemple, de pouvoir supprimer des biais, puisque vous savez très bien que quand vous recrutez, vous avez des biais qui font qu'une personne, selon si c'est une femme, un homme, etc., ça va influencer évidemment votre recrutement. Donc l'intelligence artificielle peut aussi permettre de limiter en fait ces biais-là. Et puis il y a plein de nouvelles manières de pouvoir recruter qui sont mises en place en dehors du CV. Je participais à CEO for One Month d'Adecco, c'est un super programme où quand même le CEO d'Adecco se met en danger puisqu'il prend un CEO secondaire pendant un mois. Et leur manière de recruter est très, très intéressante aussi à base de serious game, rien du tout sur un CV, mais une approche vraiment, vraiment très différente. Et ce qui évolue le plus, je pense, ce n'est pas les recruteurs, c'est plutôt les candidats. En tout cas, moi, dans mon domaine, puisque justement, il y a un décalage entre l'offre et la demande, c'est vrai qu'on a des candidats qui deviennent de plus en plus exigeants et qui ont envie de s'investir dans des entreprises avec des valeurs et surtout beaucoup avec des challenges. Voilà, bon courage. Guillaume, justement, les métiers, on le disait, évoluent. À horizon, tu disais 2030 ? Oui, mais alors des chiffres, on en prend plein. Puis en plus, 85% personne n'est obligé de s'expliquer sur les chiffres quand on arrive à la date pleine. En tout cas, comment est-ce qu'on anticipe les nouveaux métiers ? Comment est-ce qu'on peut s'aligner aujourd'hui et imaginer les métiers de demain et former les gens à ces métiers du futur ? Les jeunes que l'on forme aujourd'hui, vu qu'on ne fait pas de formation continue encore, mais on va en faire, mais les jeunes qui sont formés aujourd'hui, ils sont formés aux technologies d'aujourd'hui. Évidemment, dans 30 ans, ils seront, s'ils n'évoluent pas, ils seront complètement has-been. Donc je suis d'accord, la formation elle va se faire tout au long de la vie. Mais je ne sais pas comment on peut travailler dans ces métiers du numérique sans évoluer, sans apprendre en permanence. Il suffit de regarder ce que c'était que le numérique il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Enfin, ça donne le vertige. Et pourtant, on est toujours là. Donc quelque part, c'est que ça fonctionne. Moi, au risque de passer un peu pour un réac, je pense que la base, c'est quand même une formation solide de base. Ce que l'on apprend dans les écoles françaises. Voilà. Quelqu'un qui est un bon ingénieur, quelqu'un qui a les bonnes bases en maths, en informatique et tout ça, s'il est curieux, s'il est intéressé, il va évoluer tout au long de la vie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, par contre, c'est qu'il faut pour ça que ces bases soient là. Alors autant je pense qu'en maths, on a plutôt de bonnes bases en France, autant la question, on en parlait tout à l'heure en aparté, la question de l'apprentissage du code, de l'informatique en France pour nos enfants est encore totalement catastrophique. Pas catastrophique, d'ailleurs inexistant.
la plupart du temps. Parce que voilà, c'est tout le système pédagogique, c'est des enseignants qui ne savent pas enseigner ces sujets-là, on ne sait pas quoi leur apprendre. Raison pour laquelle on travaille en ce moment, c'est assez récent, mais on travaille avec l'Éducation nationale, on a repris les choses à la base, de manière à voir comment faire pour que les bonnes intentions qui existent déjà, même dans les programmes scolaires, qui existent au niveau politique, se traduisent dans les faits, pour que, enfin, on apprenne, et je pense qu'on est très en retard en France, je n'ai pas fait un parangonnage très, très poussé, mais je pense qu'on est quand même très en retard par rapport à certains de nos partenaires. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre ces choses-là aux enfants ? Et là, bizarrement, ma conviction, c'est beaucoup vont se rendre compte que tout ça est absolument passionnant. Aujourd'hui, pour tomber là-dedans, il faut y tomber un petit peu par hasard, objectivement. Parce que voilà, si on n'est pas dans une famille, si on n'est pas dans un environnement où c'est quelque chose de naturel d'aller faire du code, d'aller sur du numérique, autrement que pour jouer à Fortnite, eh ben on n'a pas la chance, quelque part, d'apprendre ça et on passe à côté. Il y a certains pays qui utilisent au contraire la formation au numérique, d'abord comme une priorité nationale, parfois dans certains pays qui sont en guerre d'ailleurs, mais également comme un outil de développement social. Ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe là-bas, justement pour s'en inspirer et montrer à ces jeunes que ce sont des métiers absolument passionnants, parce que, nous on est évidemment, on est convaincus et c'est biaisé, mais ce sont vraiment des métiers dans lesquels il y a de quoi développer. Et puis la dernière chose peut-être, c'est de transformer l'essai de ce qui est en train de se produire. Précédente discussion l'a bien montré, l'informatique est passée d'un rôle de soutien. J'hésite à le citer, mais je cite quand même un certain traumatisme à des vœux, dans un endroit sous les dorures de la République, on va dire, vous devinerez où les informaticiens étaient remerciés entre les peintres en bâtiment et les boulangers. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de sous-métier, la question n'est pas là, et dans ces endroits-là, avoir du bon pain, c'est probablement essentiel, et que la peinture soit parfaite, c'est également essentiel. Mais voilà, l'informatique est encore conçue, le numérique est conçu par beaucoup de décideurs, y compris au plus haut niveau, comme le métier du soutien, il n'y a pas de sous-métier, donc ils n'ont pas l'impression de faire une erreur en disant ça. Non, très clairement, ceux qui vont survivre, ceux qui vont se développer, ceux qui vont faire du business, ceux qui vont faire des politiques publiques efficaces dans le domaine public, eh bien, ce sont ceux qui auront compris que le numérique, il est absolument central, il est absolument essentiel, et ça va devenir, chez eux, ça va forcément devenir une des grandes forces. Voilà. Et quand on aura fini cette transformation qui est en train de se produire, je pense que, j'ose espérer qu'assez naturellement, voilà, nos enfants, les gens qui viendront vers ces métiers-là parce que ce seront les métiers vraiment intéressants. Et là-dedans, évidemment, le côté sécurité numérique aura une place toute particulière, mais là encore, je suis biaisé, on va dire. Il y a aussi un sujet qui vous tient à cœur, c'est la diversité, le pluralisme que vous prenez. Sophie, pourquoi ? Tout à fait. Alors d'abord, je vais mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'on fait du timing ? Non, ça va. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc j'ai les chiffres en rouge qui me disent ça. Ça clignote en rouge, mais c'est normal. Ok, d'accord, très bien. Eh ben super. Donc oui, ce sont des sujets qui nous tiennent énormément à cœur. Il nous reste, je veux savoir, 2 minutes. 2 minutes, ok, je vais faire très très vite. Ok, donc oui, 42 en fait est ouvert à toutes et à tous, puisque 42 c'est une formation qui est gratuite. C'est une formation aussi qui ne requiert pas de diplôme. Et comme on le disait, il faut essayer de donner à voir et à donner envie à tous ces publics-là. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de pluralisme dans nos entreprises aussi, mais de manière générale, d'ouvrir cette diversité et de faire en sorte que le monde de demain il ne soit pas écrit que par une toute petite partie de la population qui serait plutôt des hommes blancs, cisgenres, la trentaine, plutôt CSP++. C'est catastrophique, c'est un peu comme des organismes en génétique. Si vous n'avez pas de diversité, vous allez avoir du mal. Voilà. De la même manière que pour innover, il est important aussi d'avoir énormément de diversité. Et sur le point de la mixité, c'est dramatique. On avait, en 5 ans, ils étaient passés de 7 à 15% à 42 de femmes. Et on arrivait en 5 mois, avec le travail de toutes les équipes, on est passé de 15 à 26%. En 5 mois. Et c'était en mettant vraiment en place énormément d'actions. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que, comme tu le disais très bien, c'est des métiers qui recrutent, qui sont pérennes, qui payent extrêmement bien. Donc c'est évidemment dommage que les femmes n'en profitent pas. Ensuite, c'est important parce qu'on dit qu'on manque de talent et qu'on manque, évidemment, on a des difficultés de recrutement. Donc, on se prive de la moitié de l'humanité dans nos entreprises. Et c'est important parce que, évidemment, ça amène des biais, le fait qu'il n'y ait pas assez de diversité. Et
Et je sais que tu voulais me parler du sexisme. Ouais. Oui, dans l'intelligence artificielle. Oui, voilà, c'est sur l'intelligence artificielle amènerait du sexisme. Non, l'intelligence artificielle ne fait rien du tout. C'est notre intelligence qu'on a mis dans des machines, donc elle ne décide pas de ça. C'est juste que l'intelligence artificielle, elle amplifie en fait des choses qui existent déjà. Elle permet de mettre le doigt dessus et peut-être aussi d'essayer de les corriger. Donc c'est pas nécessairement, en fait, c'est un amplificateur qui nous permet. Et on le voyait sur la partie sexiste, où il y a eu des affaires avec Amazon. On voit par exemple que dans Google Translation, quand on traduit du turc, qui est une langue neutre, à du français, et si vous prenez infirmière, eh bien, ou infirmier, enfin évidemment, qui est neutre dans la langue turque, ça devient infirmière obligatoirement en français. Et quand on prend docteur, ça devient évidemment un garçon, un docteur en français. Mais ça, c'est pas la machine, c'est que les occurrences, en fait, ça a été calculé sur le nombre d'occurrences qu'on trouve de docteur ou d'infirmière et qui est plus féminin ou plus masculin. Mais il faut absolument apporter de la diversité, mettre plus de femmes pour pouvoir justement avoir un regard plus large et pour pouvoir s'adapter à tout et anticiper toutes nos évolutions. Alors je prends encore 1 minute pour la conclusion et demander finalement à retenir un conseil pour chacun. Guillaume. Pendant 3 jours, enfin 2 jours et demi, vous allez beaucoup parler d'IT, de système d'information. Tout ça ne sera efficace et pérenne que si vous prenez en compte la sécurité numérique. Et pour le faire, nous sommes vos amis. Le temps où les DSI et les responsables SSI étaient les pires ennemis du monde, et il n'est pas si lointain, est révolu. Il faut qu'il soit révolu. Je pense que ce sont 2 mondes qui étaient séparés, même si les bases sont un peu les mêmes. Ces 2 mondes sont en train de converger. Il faut impérativement qu'on continue à travailler sur ce travail en coopération pour porter ces sujets aussi importants au sein des organes de décision, que ce soit au sein des entreprises ou au sein des administrations. Voilà, donc vous pouvez venir nous voir, on a un stand. On est là justement pour faire ce travail en commun et co-construire cette sécurité numérique de demain. Merci. Sophie? Et moi, très rapidement, la situation dans laquelle on est, qui fait que dans vos équipes, vous avez 95% ou 90% de femmes dans les RH et 90% d'hommes dans l'IT, c'est aussi beaucoup des questions d'éducation. Donc c'est peut-être juste prendre acte de tout ça et prendre tous nos responsabilités. Si vous avez des enfants, faire attention aussi quand on les éduque, à éviter de dire ne pleure pas comme une petite fille par exemple, ou essayer d'aider nos jeunes filles à avoir de l'audace et à être téméraires. C'est vachement important, mais on est tous un peu responsables de tout ça. Et je fais partie je suis administratrice de Jamais sans elle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très simple. Comme ça, j'ai demandé à tous les hommes qui sont dans cette salle de vous engager à ne pas participer à des tables rondes ou alors à des tables d'experts où il n'y a pas une seule femme. Parce que ce n'est pas possible. Dans tous les domaines, vous trouverez une femme experte. Maintenant, notre boulot, c'est de faire en sorte de les rendre visibles pour que nos petites filles, elles puissent se projeter aussi et qu'il y ait des rôles modèles. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci Guillaume. Alors, place maintenant à une keynote inspirationnelle pour clore cette plénière. J'ai le plaisir d'accueillir Julia de Finesse. Bienvenue, philosophe et auteure de la comédie inhumaine. Non, comme vous voulez, debout. Pour une vision pleine d'espoir sur l'intelligence humaine à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est ça ? J'ai même pas écouté parce que quand on arrive sur scène, on n'écoute plus. Bon, bah, voilà. Bonsoir à tous, je suis très contente d'être là. Oui, alors je vais poursuivre, évidemment, je vais aller dans le sens, pas pour aller dans le sens, mais je vais effectivement prolonger ce qui a été dit. Première table ronde, effectivement, l'IT transforme les métiers, l'entreprise. La deuxième table ronde, l'IT transforme effectivement les compétences, etc. Et je vais aller peut-être un cran, non pas mieux, mais plus globalement, transforme l'humain en général. Et je voudrais, et pour le meilleur, je pense, je ne suis pas du tout optimiste ou pessimiste. Je trouve que ce débat-là, est-ce que vous êtes pessimiste ou jouer sur les peurs, me semble un petit peu stérile parfois, ou en tout cas pas forcément opportun, fructueux. Les débats télévisés, vous savez toujours oui, pour ou contre l'intelligence artificielle, pour ou contre le transhumanisme, ça ne sert à rien, on ne sait pas, on ne peut pas avoir un jugement tranché sur l'avenir, on ignore encore beaucoup de choses, et deux, c'est pas très fructueux d'adopter une de ces deux positions très radicales. Donc c'est une force qui va, si je reprends une expression de Victor Hugo, c'est une force qui va, l'IT, et on ne peut pas aller contre, et tant mieux, utilisons-la au mieux. Et je pense, c'est une hypothèse ce soir, que l'IT va humaniser l'humain qui se déshumanise très vite. C'est paradoxalement la technique qui aide à humaniser les individus, parce que si vous remarquez en entreprise, on s'inquiète beaucoup de l'intelligence artificielle qui rivalise avec l'humain, qui s'humanise d'une certaine façon, mais on s'inquiète moins de l'humain qui se robotise et qui s'artificialise très vite.
Et je trouve que l'intelligence artificielle va justement venir compenser. On va devoir être particulièrement humain. Vous l'avez dit quand vous parliez des compétences à mettre en place. Et effectivement, c'est des compétences humaines pour accompagner l'intelligence artificielle. Il ne faut pas seulement miser sur les compétences techniques. Faire du code, c'est fantastique, bien sûr, mais l'intelligence artificielle nous dépasse déjà largement. Donc, autant l'accompagner sur ce qu'on a de spécifiquement humain. Or, en entreprise, ça ne me semble pas être le fer de lance ou le cheval de bataille actuellement. Au contraire, on s'artificialise énormément. Je prends quelques exemples très concrets. Et après, je voudrais insister sur l'humanisation que permet l'intelligence artificielle. Si vous regardez certains secteurs d'activité dans les entreprises, vous remarquez que tout se procédurise. J'entends par process une façon de faire mécanique, robotique presque parfois, même dans les domaines qui ne sont pas du tout techniques. Si je prends par exemple la communication, aujourd'hui, et c'est très rare et tant mieux ici, on a été, c'est le contre-exemple, c'est très rare maintenant d'avoir une intervention ou une réunion sans slide et sans PowerPoint. C'est impossible de faire sans. C'est devenu un process. C'est-à-dire qu'une réunion qui n'a pas de slide, on se sent démuni. Pour moi, le slide ne sert à rien. C'est juste une façon mécanique de faire. C'est devenu une norme comportementale et une norme langagière. Le slide, juste en 2 minutes, pourquoi, à mon sens, mais j'arrive prudente, mais ne sert strictement à rien. Parce qu'en général, le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de vous dire. Je ne vois pas l'intérêt. Soit il ne répète pas ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc dans les 2 cas, vous manquez une info, soit vous écoutez, soit vous lisez, mais vous ne pouvez pas faire les 2 en même temps. Et on me répond toujours, oui, mais il y a des visuels et il y a des auditifs. Ben, il n'y a pas que des sourds et des aveugles en entreprise, on est capable aussi d'écouter un message sans avoir besoin d'un support, comme on dit si bien, pour comprendre le message. Quand ce sont des choses très abstraites, très compliquées, si on passe une thèse de physique nucléaire, je peux comprendre qu'il faille un schéma, mais en général, dans les réunions, on est apte encore à comprendre le message de son manager ou de ses interlocuteurs. Simplement, on appelle ça un support, et en fait, c'est devenu une norme, un process, une façon de faire automatisée, parce que quand on est seul face à une scène, eh ben, on se sent toujours très seul, et donc c'est bien commode d'avoir un petit camembert sur lequel s'appuyer ou une petite zapette pour passer les slides. Résultat, on endort en général tout le monde dans la salle, mais c'est une façon de faire et on s'est automatisé, on est devenu mécanique là-dessus. On fait une réunion, on a donc 25 slides à préparer. J'arrête avec les slides parce que vous voyez que ça m'énerve, je m'énerve toute seule. Sur les formations, par exemple, les formations sont devenues excessivement procédurales. Les formations se ressemblent quasiment toutes dans les grandes entreprises, je parle beaucoup moins des PME, je parle des plus grandes entreprises, où maintenant les formations tournent très souvent autour du ludique. Il faut s'amuser, il faut s'éclater en formation. Et résultat, on n'apprend plus grand-chose parfois, même souvent. Alors, la mode, ça a été les Lego, les Capla, par des coachs, etc., qui vous font, à 40 ans, 50 ans, j'arrive dans les salles de formation, et là, on voit des gens faire des Lego et des Capla pour voir si on a l'esprit créatif ensemble. C'est plus possible, ça, c'est une imposture, il faut arrêter avec cette infantilisation généralisée. Alors maintenant, on est passé à un niveau quand même plus élevé, c'est le Serious Games, d'ailleurs vous l'avez évoqué, mais dans votre école, ça doit être très bien fait, j'en doute pas. Mais en moi, en général, quand je parle, je perds énormément de clients, c'est un principe de base. Non, mais très souvent, encore une fois, c'est très bien, le jeu peut être un outil pédagogique, c'est fantastique. Simplement, quand c'est pas très bien fait, vous passez 2 heures avec vos collaborateurs à chercher un trésor et on passe ça sur le budget formation. Normalement, une formation, et c'est là que je vous rejoins, ça doit venir densifier les individus. C'est pas en faisant joujou avec ses collaborateurs, c'est très bien, c'est fun, c'est sympa, mais c'est pas en faisant joujou avec ses collaborateurs qu'on se sent plus densifié à la fin de la journée. Mais vous savez pourquoi je critique un tout petit peu ça, c'est parce que ça va dans l'idéologie infantilisante des salariés. Je trouve que, parce qu'encore une fois, le jeu est un outil formidable, c'est pas ce que je critique, mais ça va dans un mouvement très infantilisant des collaborateurs. Ça va avec le jeu, ça va avec les Lego et les Capla. Vous arrivez dans un château forme pour faire une formation, maintenant vous avez des bonbons qui vous accueillent partout, vous avez des bonbons dans toutes les technopoles, maintenant dans les grandes boîtes, vous avez des consoles de jeux à chaque encablure de bureau, des bonbons, des peluches, enfin vous avez tout ça. Et résultat, parce que c'est encore une norme comportementale qui vient de cette idéologie bonheuriste. Maintenant, les gens doivent être heureux au boulot. On a mis en place de la QVT, de la qualité de vie au travail, très bien. On a mis en place des CHO, c'est pas un épiphénomène, des Chief Happiness Officers, si je traduis en français, ça s'appelle des officiers en chef du bonheur.
Résultat, les gens ne sont absolument pas plus heureux en entreprise, au contraire. Tous les chiffres montrent que le mal-être ne cesse de croître, les arrêts maladie ne cessent de croître, les burn-out, les bore-out, l'ennui au travail, les burn-out, l'absence de sens au travail sont des nouvelles maladies professionnelles maintenant. Donc le mal-être augmente, mais le bien-être est visé en permanence. Et jamais les entreprises, jamais les managers n'ont fait autant pour le bien-être des salariés. Simplement, je pense que... Et donc, c'est devenu une façon de faire managériale, un process managérial. Et donc, on met tout en place pour que vous soyez le plus heureux possible en entreprise. Simplement, ça n'a jamais rendu personne heureux d'avoir un baby-foot, 3 billards et des smoothies bio et des pots de miel en haut d'un rooftop. Ça n'a jamais rendu les gens plus heureux. Mais c'est très sympa d'avoir ça. C'est très sympa. Je ne critique pas le fait d'avoir un cadre de boulot sympa. Mais le bonheur est une affaire personnelle. Ce n'est pas la peine de le mécaniser. Ce n'est pas la peine d'avoir le parcours bien-être. Le bonheur est une affaire entre soi et soi-même. Ça fait 2500 ans que les philosophes tentent de définir le bonheur. Ils n'y sont jamais parvenus. Et ce n'est pas par incompétence, c'est parce que le bonheur est indéfinissable. Si je demande ici dans la salle quelle est votre définition du bonheur, on aura autant de définitions que de personnes dans la salle. Si quelqu'un va me dire l'amour c'est le bonheur, je vais lui dire si je suis en désastre amoureux, non, pas trop. Les enfants sont le bonheur. Pas que quand même. Mes enfants sont mon bonheur, mais je vous assure quand même, quelle source d'angoisse. Bref, mais c'est entre nous. Mais donc on ne peut pas définir le bonheur. Le bonheur ne peut pas se définir par l'amour. Le bonheur ne peut pas se définir par les enfants, par tout ce que vous voulez. Vous prenez tout, c'est indéfinissable. Donc prétendre gérer ou pouvoir gérer le bien-être, le bonheur des salariés est une imposture sans nom. Encore une fois, le bonheur, c'est entre vous et vous-même. C'est un état qui dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants vont mal, je travaille et je suis nécessairement moins bien et je ne suis pas heureuse dans mon travail. J'arrête avec le bonheur, mais parce que c'est devenu un process, quasiment, une façon de faire managériale. Et encore une fois, je n'incrimine pas les managers parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Celui qui ne s'occupe pas du bien-être de ses salariés est considéré comme ringard, et celui qui s'en occupe à la façon d'eux, à la mode d'aujourd'hui, est considéré comme moutonnier, conformiste d'une certaine façon. Donc, le management est pris dans un étau très sérieusement. Mais encore une fois, ne mécanisons pas des choses qui ne sont pas mécanisables. Et le raisonnement, pourquoi c'est venu dans l'entreprise, cette affaire de bonheur, après j'arrête avec le bonheur, mais le raisonnement est le suivant. En gros, on entend ce raisonnement qui peut être compréhensible, mais qui est un faux raisonnement. Des gens bien au bureau, des gens bien au boulot seront plus performants. Ça se tient a priori. Mais c'est prendre la cause, à mon sens, pour la conséquence. C'est inverser complètement les choses. C'est pas parce que des gens sont heureux au boulot qu'ils sont plus performants, mais c'est parce qu'ils ont la possibilité d'être performants ou d'être actifs qu'ils seront beaucoup plus heureux au travail. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas du tout une condition de performance, mais la conséquence d'une performance ou d'une action possible. Or, aujourd'hui, les gens souffrent en entreprise, tous les jours, on me le dit, et je le remarque, et je l'ai même vécu, souffrent d'un manque d'action. On n'agit pas, et c'est là que j'en viens aux spécificités humaines par rapport à la technique. Les salariés, les collaborateurs n'ont pas le sentiment d'agir, d'être actifs, d'être acteurs de leur vie professionnelle. Ils exécutent bien plus qu'ils n'entreprennent. Ils s'agitent bien plus qu'ils n'agissent véritablement. Et c'est venu de l'idéologie procédurale. Encore une fois, le procès, c'est quelque chose d'impératif. Il ne s'agit pas de critiquer ça. Aucune organisation, aucune société ne peut vivre sans procédure. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Je ne critique pas la procédure. Mais quand le process devient le sommet des priorités, au détriment du sens de ce qui est entrepris, c'est là que ça devient problématique. Et très souvent, le sens est oublié au profit du respect de la procédure. Et ça devient déshumanisant, débilisant. On n'a plus affaire à des humains et on n'a même pas affaire à des intelligences artificielles. Je vous donne un exemple récent. Il y a 3 heures, je prends l'avion. Je suis évidemment en retard, passage police, etc. Ma valise prend le mauvais chemin là et donc doit être examinée. Et j'avais pourtant fait attention à ne rien prendre, mais bon, j'ai oublié. Et donc là, le type de la sécurité, fier, zélé, me sort un tube dentifrice, vous voyez, parce que j'ai oublié le dentifrice dans le truc de mettre dans un sachet. Bon, bref. Et là, comme j'étais évidemment énervée, mais je lui dis, le dentifrice quand même, je peux comprendre les ciseaux, le liquide, je peux tout comprendre. Le dentifrice, je ne peux pas comprendre. Et le type me dit, bien sûr,
Mais si vous n'êtes pas contente, déjà, c'est les flics. Et deuxièmement, la procédure, c'est la procédure. C'est la sentence irrévocable qui tombe. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien rétorquer à cette phrase qui tombe dans tous les domaines de la vie. Vous avez remarqué, la procédure, c'est la procédure. Et bien là, vivement l'intelligence artificielle, vous voyez. Parce qu'elle saura sans doute, vous êtes plus qualifié que moi pour le faire, mais elle saura qu'on n'a peut-être jamais tué personne avec un tube dentifrice, qu'il n'y a peut-être pas un lien direct entre un attentat et un tube de Sansodine. Ce n'est pas un truc qui est immédiatement prouvable. Et bien l'homme n'est même plus capable de faire ce lien. C'est-à-dire qu'il applique à la lettre la procédure et le sens de la situation est totalement oublié. J'aurais 1000 exemples comme ça. Vous savez, quand vous voulez joindre quelqu'un, votre banquier, donc le sens du service, c'est de joindre quelqu'un au téléphone. Mais non, la procédure, c'est de taper 50 000 codes de sécurité. Alors, monsieur doit être pour les codes de sécurité, mais pas au détriment du sens. Résultat, on raccroche, on n'a eu personne au téléphone, mais on a sécurisé. Mais on n'a plus jamais quelqu'un au téléphone. Là, on a affaire à des machines très bas de gamme. On n'a même pas affaire à de l'informatique. Et c'est contre cette logique-là que je voudrais insister maintenant. Sur le fait que, justement, être humain à l'heure de l'IT, c'est vraiment être humain. Et comme l'humain ne s'humanise pas automatiquement, il se technicise très vite, parce que c'est très confortable de se mettre sur des rails procédurales. Vous savez, Kant expliquait ça en disant, alors il ne parlait pas des Yupala, c'est anachronique d'utiliser ce terme-là, mais il parlait des roulettes pour enfants. De même que le process dispense les esprits, de même que le Yupala, donc la roulette pour enfants, dispense les bébés d'avoir à marcher, le process, la procédure dispense les esprits d'avoir à penser. Et c'est très confortable de bien appliquer les choses, de sécuriser, de cadrer, sans se poser la question du sens de ce qu'on fait. Donc on a une tendance cognitive à nous mettre sur des rails, et je vais vous le prouver avec des expériences tout à l'heure. Mais donc on a cette tendance-là. Donc l'humain, presque naturellement, se technicise assez vite. Mon paradoxe que j'essaye de soutenir ce soir, c'est une thèse, c'est une hypothèse, c'est pas du tout une affirmation, une vérité, c'est que c'est l'informatique justement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la présence de l'intelligence artificielle qui nous oblige à nous réadapter, à nous réinventer et à nous réhumaniser d'une certaine façon, à insister sur ce qu'on a de spécifiquement humain. Et j'en viens à trois choses. Pour être un humain, vraiment au sens fort du terme, pas au sens tarte à la crème des entreprises, cette année on va remettre l'humain au centre, l'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. Oui, mais quand on voit les pratiques à l'intérieur de l'entreprise, parfois ça fait un peu poncif quand même. Mais enfin, donc pour avoir le sentiment d'avoir des humains en entreprise, d'être humain, c'est-à-dire d'être actif, de prendre sa vie en main, il faut être actif, je le disais, être acteur, c'est la même racine étymologique, et agir au sens philosophique, ça suppose, agir humainement, ça suppose trois choses. Premièrement, on n'agit pas si on ne prend pas de risques. Sinon, on est sur du pilote automatique, on est sur du mécanique, et encore une fois, on se robotise très vite. Prendre un risque, ça ne veut pas dire s'affranchir de tout et ne pas suivre la procédure du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en fonction du sens de la situation, être capable de juger la situation et de se dire là, il y a parfois moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. Je prends un exemple, le pilote qui a améri sur l'Hudson. Bien sûr qu'il n'est pas inscrit dans la procédure aéronautique amérisser sur l'Hudson. Simplement, le pilote a eu suffisamment d'intelligence d'action, d'intuition, je vais le définir au sens philosophique, d'intuition, pour se dire là, il y a moins de risques à prendre cet énorme risque qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. On est dans une telle logique, idéologie procédurale, que le pilote qui a sauvé son équipage et ses passagers est toujours en procès pour justifier le fait qu'il ne serait pas parvenu au même résultat en suivant la procédure. C'est là qu'on passe dans l'absurdie, c'est là qu'on ne voit plus que le process est un moyen et qu'il est devenu une fin en soi. On doit prouver qu'on n'aurait pas mieux fait ou fait pareil avec le process. Donc c'est ça, cette prise de risque. La machine, sauf si vous me contredites ce soir, parce que vous êtes plus au point que moi sur ces sujets-là, mais je ne crois pas que la machine, à partir d'elle-même, puisse être capable de prendre un risque à partir de l'intuition. L'intuition, c'est pas du tout le feeling spontané, le flair. L'intuition, c'est le condensé, la sédimentation de toutes les expériences passées, qui fait qu'à un moment, je ressens intuitivement le sens d'une situation. Le pilote avait suffisamment d'intuition, d'intelligence d'action, c'est-à-dire suffisamment d'expérience, pour se dire là, en fonction de la situation, je ressens, je vois le sens de la situation et je suis capable ou non de prendre un risque. C'est ça, être un homme d'action. Tous les grands stratèges, vous verrez qu'à un moment, ça a été une prise de risque qui a fait basculer leur action
en héroïsme. On a des exemples militaires très récents dans notre histoire française, mais Napoléon, lors de la bataille d'Austerlitz, le brouillard arrive, c'est un risque, mais au lieu de le voir comme une menace, l'a vu aussi comme une opportunité. Il s'est dit, je vais prendre d'assaut l'armée adverse. Donc l'intelligence d'action, c'est ce que Aristote appelait l'œil de l'âme. Ce n'est pas l'intelligence rationnelle, froide, mathématique, logistique, informatique. C'est beaucoup plus irrationnel que ça. C'est pour ça que je dis que c'est une spécificité humaine. C'est une capacité de voir de façon globale, holistique, systémique les choses. J'aimais bien quand vous avez insisté sur les compétences, les varier, avoir une vue globale des compétences, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'être spécialiste, bien sûr, c'est nécessaire, mais il faut en plus, pour faire face, pour accompagner l'intelligence artificielle, avoir cette vision systémique, holistique, globale. C'est ça qu'on appelle l'intelligence d'action, c'est ça qu'on appelle l'œil, qu'Aristote appelait l'œil de l'âme, c'est ça qui s'appelle l'intuition, et c'est une spécificité humaine. Donc pas d'action, on n'est pas actif au sens humain sans prise de risque, c'est ça qui nous différencie des machines, c'est ça qui nous différencie du mécanique, du pilote automatique. 2, pas d'action sans sens. Et ça, c'est aussi une tarte à la crème. Maintenant, les philosophes sont sans cesse appelés en entreprise pour dire, alors, donnez-nous du sens. Ou alors, cette année, on va redonner du sens. Mais quand on veut définir le mot sens, après, c'est compliqué. Et je voudrais juste mettre un tout petit, c'est la seule utilité de la philo, c'est de mettre un peu de contenu derrière des mots qu'on utilise sans cesse, mais qu'on n'a pas le temps de questionner parce qu'on est pris dans d'autres exigences. Il n'y a pas d'action sans sens. Quand on ne peut plus répondre à la question du pourquoi je fais ça, on est dans de l'insensé, on n'est pas dans de l'humain. Justement, une des spécificités humaines, c'est aussi la pensée. Je sais que les animaux pensent, néanmoins, on va graduer les choses, et une de nos prérogatives quand même majeures, c'est la pensée extrême. Il y a plusieurs explications qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui la question du sens se pose de façon massive et pourquoi aujourd'hui on traverse une crise de sens colossale. Je vais très vite sur certaines, mais je voudrais insister sur celle qui me semble la plus technique et donc plus appropriée pour aujourd'hui. On traverse une crise de sens parce que, au fil des années, les transcendances se sont effondrées. Les transcendances, j'entends par transcendance des grandes autorités. Avant, on attendait de la religion qu'elle guide l'existence. La religion était une affaire publique. Aujourd'hui, la religion existe, mais si elle existe, ce n'est qu'une histoire de foi personnelle. C'est plus du tout une affaire publique d'État. On attendait aussi de la politique ou des politiques qu'ils guident nos existences. On voit bien aujourd'hui, alors là l'actualité française le montre encore plus, que les gens n'attendent plus du tout des politiques qu'ils guident les existences. On attendait aussi, avant des temps aristocratiques, de la classe sociale qu'elle guide l'existence. Je suis né bourgeois, en gros ma vie va être plus ou moins réussie. Je suis né fils d'ouvrier, ma vie va être beaucoup plus difficile. Ça détermine, une situation était une détermination d'une certaine façon, une fatalité. Aujourd'hui, même si dans les faits c'est pas si vrai ce que je vais dire, mais en droit, un fils d'ouvrier peut finir polytechnicien ou à l'école 42, ou un fils de bourgeois peut devenir chômeur. Donc la classe sociale ne détermine plus autant systématiquement les existences. Donc le sens de l'existence ne dépend que de l'individu. C'est plus la religion, c'est plus les politiques, c'est plus la classe sociale qui détermine. C'est à nous seuls, chacun, de trouver le sens de sa vie. Si ma vie me déçoit, j'en suis l'unique responsable. Si ma vie me plaît, j'en suis aussi l'unique responsable. Donc c'est à la fois très optimiste, mais très responsabilisant d'une certaine façon. Donc le sens, c'est individualisé. Le sens s'individualise. Alors il y a une tendance aujourd'hui à attendre de l'entreprise, justement, nouvelle transcendance, qu'elle donne un sens. On dit oui, mais il ne me donne pas de sens. Oui, mais le projet commun de l'entreprise, des managers, des directeurs en stratégie, etc., ne suffit bien souvent pas à donner un sens aux individus qui constituent l'entreprise aussi. On a besoin du projet commun, du sens commun, bien sûr. On ne peut pas aller tous ensemble dans une direction si on ne connaît pas la direction. Mais le sens est individualisé, et si vous le voyez avec les plus jeunes générations, si le projet commun ne correspond pas à mon projet individuel, de toute façon je pars, et ce qui explique aussi tous les problèmes de fidélisation, de recrutement des entreprises aujourd'hui, quelles qu'elles soient. Bref, donc le sens s'individualise, on veut réussir sa vie, on veut être soi-même dans sa vie, il y a un culte de l'authenticité et de l'individualisation de ce sens. Donc ça explique, je vais très vite sur cette crise de sens, on n'a plus de transcendance auquel se référer, donc on cherche le sens, et à partir de soi-même, c'est plus difficile à trouver. Dans les entreprises, il y a aussi un autre phénomène qui explique cette crise de sens, c'est
la conséquence d'une exigence économique. Et ce n'est pas du tout au point de vue moral, je ne moralise pas du tout le capitalisme, au contraire, je suis complètement dans cette voie-là, mais simplement, aujourd'hui, la raison d'être de l'entreprise, pas au sens la loi Pacte, mais la raison d'être de l'entreprise est une raison purement économique. Celle qui ne performe pas économiquement disparaît, c'est darwinien. Seuls les meilleurs résistent. Et pour résister économiquement sur le marché, l'entreprise est obligée de techniciser ses métiers. J'étais il n'y a pas longtemps dans une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance me dit Amazon arrive sur le terrain de l'assurance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de techniciser, de moderniser évidemment nos métiers. Or, la technique, c'est exactement le contraire du sens. La technique, c'est un moyen, vous le savez mieux que moi, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Quand j'apprends une technique pour jouer du piano, j'apprends le solfège. Mais le solfège n'est pas du tout une fin en soi. La finalité, c'est de jouer du jazz, du classique, de la variété, tout ce que vous voulez. Mais la technique est toujours un moyen, n'est pas du tout une fin en soi. Les métiers, par exigence économique, se sont technicisés. C'est-à-dire que ce sont devenus des moyens, plus des fins en soi. D'ailleurs, on ne demande plus aux gens maintenant quel est ton métier, quelle est ta fonction, quel est ton poste. On voit que c'est très, très technicisé. Il n'y a plus la finalité inscrite dans le métier. Quand on dit un boulanger, un plombier... on sait ce que c'est qu'un plombier. On voit la finalité. On sait que c'est quelqu'un qui n'est jamais disponible. C'est à peu près la définition du plombier. Mais quand l'autre jour je fais un tour de table, vous savez, j'ai cité cet exemple. On fait les fameux tours de table en début de réunion qui pour moi sont un pinceau parce que on ne retient ni le prénom ni la fonction. Ça dure un quart d'heure, mais enfin c'est déjà un quart d'heure de gagner sur le temps de boulot, donc c'est déjà pas mal. Mais enfin, et donc je rencontre un type qui me dit bonjour, je m'appelle Gérard, et il se présente. Je suis coordinateur de flux. Alors, je marque un temps d'arrêt parce que je me dis, mais il est en flux de quoi? Il est en flux logistique, il est en flux humain, il est en flux comptable, il est en flux de plomberie, ils sont où les flux? Il y en a plein des flux. Et comme il voyait un peu de désarroi sur mon visage, il me dit, mais de coordinateur de flux transverse. Et plus il détaillait, bien sûr, moins je comprenais, puisque plus il détaillait, il expliquait son métier, plus c'était technique. Mais je ne peux rien comprendre au coordinateur de flux transverse. Les métiers n'ont plus de sens inscrit en eux-mêmes. Vous voyez bien que quand on dit je suis coordinateur de flux transverse, j'ai rien contre les coordinateurs de flux transverse, mais quand je suis coordinateur de flux transverse, on ne voit pas ce que je fais. Vous dites à vos enfants, papa est coordinateur de flux transverse, c'est compliqué pour l'enfant de se projeter ou pour la petite fille de se projeter. C'est compliqué. Pompier, médecin, on voit encore. Donc ça veut dire que les métiers se sont technicisés. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse maladie, mais qui devient reconnue professionnellement, le fameux brown-out, l'absence de sens. Et ce n'est pas une incapacité personnelle à trouver du sens à son métier. C'est une incapacité parce que les métiers deviennent insensés. Alors attention, ça ne veut pas dire que les métiers ne sont pas utiles. Le sens n'a rien à voir avec l'utilité. Les choses les plus essentielles dans la vie ne sont pas nécessairement les plus utiles. Vous faites le compte, vous voyez. Donc l'utilité, le coordinateur de flux transverse, par exemple, est absolument essentiel dans l'entreprise. C'est un petit maillon essentiel dans la chaîne beaucoup plus globale de l'entreprise. Il est utile, mais pour lui, ça ne fait plus sens. Il ne voit plus la réalisation de ce qu'il fait. Il ne voit plus la finalité de ce qu'il fait. Et il y en a 1000. Vous chargez de mission, je suis chargée de mission, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Alors là, et vous prenez tous les intitulés de poste qui deviennent de plus en plus incompréhensibles parce que techniques, parce que utiles, mais donc parfois insensés. C'est ce qui explique un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène, où vous voyez des gens excessivement diplômés qui ont des très belles fonctions, des très beaux métiers, quittent tout pour faire à chaque fois, c'est un métier soit manuel, soit relationnel, pour avoir en face soit une matière humaine, soit une matière concrète, et voir enfin la réalisation de ce qu'ils font. En pétrissant une pâte à pain, puisque vous parliez des boulangers tout à l'heure, en pétrissant une pâte à pain, on voit la réalisation de ce qu'on fait, et en transformant quelque chose, on se transforme soi-même. Et c'est le jardinage, le sport, tout va dans cette mouvance-là. On a besoin de rentrer en contact avec de la matière, avec du concret. Les métiers se sont technicisés et sont devenus excessivement abstraits. Bref, donc ça explique aussi cette perte de sens. Le gros problème, c'est que quand on ne peut plus répondre à la question du pourquoi je fais ça, c'est là qu'on se déshumanise, c'est là qu'il y a une syncope de la pensée, comme dit Hannah Arendt, et qu'on se déshumanise très vite. Je prends 2 exemples extrêmes pour montrer ça, mais vous allez comprendre. Si vous regardez, ce soir, vous aurez vraiment d'autres choses à faire. Mais enfin, en cas de désespoir un soir, pour aller encore plus profond dans le désespoir, vous regardez le procès Eichmann à Jérusalem.
Ouais, c'est gai, moi. Quand je passe des soirées, c'est bien. Mais vous regardez le procès Eichmann à Jérusalem, c'est fantastique parce qu'on entend vraiment la justification d'Eichmann, officier d'Hitler, qui justifie ses actes, autrement dit l'industrialisation de la mort, en utilisant un faux argument. Mais il l'utilise, c'est une tactique juridique, ça veut dire que l'argument a du poids et peut être compris en disant « mais j'exécutais les ordres, je faisais très bien mon travail, j'appliquais les procédures et tout était fait pour qu'on oublie le sens, la finalité de ce qu'on était en train d'entreprendre. Les nazis avaient tout fait pour parcelliser les tâches, techniciser les tâches, donc on ne pouvait plus se poser la question du sens. Bien sûr que c'est une tactique juridique parce que le sens était très clair, néanmoins il utilise cet argument-là. Et Hannah Arendt, la philosophe qui a commenté ce procès à Eichmann, a théorisé ça sous le fameux concept de la banalité du mal. Ça a été mal reçu quand elle a sorti son livre Eichmann à Jérusalem, parce qu'on a compris qu'elle disait que le mal nazi était un mal banal. Ça n'a absolument rien à voir avec sa thèse. L'idée, c'est de se dire le mal arrive de façon très banale, très facile, très sournoise, très insidieuse, très tentaculaire, dès lors qu'on ne se pose plus la question, qu'on ne peut plus répondre à la question du pourquoi je fais ça. Et on a une tendance à oublier le pourquoi et à ne pas se poser la question du pourquoi, je le disais tout à l'heure, et à se techniciser très vite. Si Eichmann ne vous convainc pas, vous regardez l'expérience de Milgram, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas le temps de la décrire, mais en gros, c'est une logistique très bien faite. Vous avez une autorité en blouse blanche à côté de vous, un médecin, qui vous dit appuyez sur ce petit bouton, et derrière la glace sans teint, vous émettez des décharges au début très douces, et puis de plus en plus fortes en fonction des réponses. Et 2/3 des gens qui font l'expérience oublient à un moment qu'ils sont en train d'électrocuter littéralement, évidemment c'est faux dans l'expérience, mais sont en train d'électrocuter facilement des gens parce qu'ils se soumettent immédiatement à l'autorité du médecin et ne se posent plus la question du pourquoi. Et ça, c'est vraiment la syncope de la pensée, c'est vraiment ne plus penser, et c'est donc se déshumaniser, ne pas se poser la question du sens. Et je ne crois pas que la machine ou l'intelligence artificielle se pose la question du sens. On lui donne un certain nombre de données, elle déduit, elle fait des opérations mathématiques, logiques de déduction, elle ne se pose pas que faire de se poser la question du sens de ce qu'elle fait. Donc c'est à nous, humains, de se poser la question du sens, et ça devient une exigence justement à l'heure de l'IT et du développement IT, de l'essor IT qu'on commence à connaître. Donc je disais, pas d'action sans prise de risque, et donc sans l'intuition, la spécificité humaine, pas d'action sans sens, et donc la pensée vraiment qualité strictement humaine, et troisième, je finirai là-dessus, pas d'action non plus sans confiance. Pour passer à l'acte, il faut une certaine dose de confiance. Pour agir, pour être acteur, pour être autonome, pour être le sujet de sa vie, c'est ça que je définis comme l'action, il faut une certaine dose de confiance. La confiance fait très souvent partie des valeurs de l'entreprise, ces fameuses 5-6 valeurs placardées dans les couloirs. Les gens se souviennent en général des 2 premières, les 4 autres, on s'en balance, mais ça a fait travailler pendant des mois les RH qui se sont pris la tête de façon terrible sur ces 5-6 valeurs, qui souvent n'en sont pas d'ailleurs. C'est terrible. L'autre jour, je vais dans une entreprise, je vois valeur centrale, vous savez, avec des grands cercles, des ellipses, et donc au centre, première valeur cardinale, orienté client. Mais c'est quand même la moindre des choses pour une entreprise d'être orientée client. C'est pas une valeur. C'est quand même, c'est le principe même de l'entreprise, être orienté client. Et parfois, je vois excellence, qui n'est pas une valeur en soi. On peut être un excellent tueur. Fidélité, c'est pas pour ceux qui veulent tromper leur femme ou leur mari, c'est pas une valeur en soi, la fidélité. On peut être fidèle à Daesh. C'est pas une valeur en soi. Ce qui transforme, ce qui fait d'une qualité une valeur, c'est le sens de la situation. L'excellence peut être une valeur en fonction du sens de la situation. La fidélité est une valeur en fonction du sens de la situation. Donc encore une fois, et donc dans ces valeurs-là, je vois très souvent le mot confiance. Alors la confiance, elle est essentielle, mais elle fait appel à une spécificité strictement humaine, mais elle est très difficile à mettre en place dans l'entreprise. C'est pas si évident de faire confiance. Pourquoi ? Parce que l'étymologie du mot est très parlante. Elle dit tout, donc c'est pas la peine que j'explique encore plus, mais juste 2 mots. L'étymologie confiance, ça vient de cum fides. Fides, c'est la foi. Quand on est dans la confiance, quand on fait confiance, on est dans le registre de la foi, c'est-à-dire de la croyance. Ça veut dire qu'on ne sait pas,
La croyance, c'est quand on n'est pas certain. C'est l'inverse de la connaissance. Si je crois en Dieu, c'est que je ne connais pas son existence. Je ne suis pas certaine de son existence. Donc quand je fais confiance à quelqu'un, c'est que je ne suis pas certaine de son comportement. Souvent, des gens d'entreprise vous disent j'attends de voir comment il se comporte et puis je lui accorderai plus ou moins ma confiance. Ça, c'est tout sauf de la confiance. C'est de la déduction cognitive, c'est de la connaissance. Quand les gens vous disent à qui vous faites confiance, si vous me dites à des gens fiables, vous ne faites absolument pas confiance. Ils sont fiables, c'est pas la peine de leur faire confiance, ils sont fiables. Quand on fait confiance, c'est qu'il y a une part de risque. Là, vous m'avez fait confiance d'ailleurs. il y avait un risque, tant pis pour vous. Mais trop tard. Mais vous m'avez fait confiance, vous ne saviez pas tout de moi. Il y a eu une part d'incertitude, de risque. Est-ce que j'arrivais à l'heure, etc. Bref. Donc, on était dans un registre de confiance. C'est vraiment l'inverse de la connaissance. C'est-à-dire que la confiance n'est jamais la conséquence d'un comportement. Elle est toujours une condition qui s'impulse, qui s'amorce. Quand j'entends les gens dire « mais comment faire confiance ?» C'est une décision à un moment. Alors on accorde il y a des degrés de confiance. Je ne dis pas qu'il faut faire confiance de façon aveugle, ça c'est l'histoire de l'idiot de Dostoïevski. Mais néanmoins, la confiance, si je décide de faire confiance à mes enfants, je leur fais confiance et je ne me cache pas derrière le buisson pour voir comment ils traversent, etc. À un moment, je lâche prise, je ne veux pas connaître et je leur fais confiance. C'est ça la véritable confiance. C'est très compliqué aussi de faire confiance dans le milieu de l'entreprise parce qu'on est dans un univers contractuel. Or, le contrat, c'est exactement le contraire de la confiance, contrairement à ce que dit Darty. Je ne sais pas si des gens travaillent ici chez Darty. Le slogan était fantastique, marketingment parlant, merveilleux, mais c'est un non-sens, c'est un oxymore. J'ai jamais vu un truc pareil. Contrat s'oppose à confiance, confiance s'oppose à contrat. Pourquoi ? Le contrat, c'est une relation symétrique qui rend plus ou moins prévisible l'avenir. Si on avait signé un contrat entre nous, on sait très bien ce qui se serait passé en cas de défaillance, etc. La confiance, c'est une relation asymétrique qui rend absolument incertain l'avenir. C'est asymétrique parce que si je vous fais confiance, tout d'un coup, je suis vulnérable par rapport à vous qui pouvez toujours me tromper ou me trahir. Donc c'est une vulnérabilité, c'est asymétrique, je suis faible par rapport à vous. Et ça rend absolument incertain l'avenir puisqu'il y a une prise de risque, il y a une dose de risque et d'incertitude. Donc encore une fois, la confiance, ce n'est pas du tout le contrat. Donc c'est très difficile à instaurer dans l'entreprise. Simplement, elle s'impulse, comme je disais, elle s'amorce. Quand on décide de faire confiance, on lâche prise, on laisse l'autre être et on ajuste après sa confiance à des degrés divers. Pourquoi j'en fais une clé de l'autonomie et je finirai par là ? C'est parce qu'il n'y a pas l'autonomie et la confiance vont ensemble. C'est un couple qui fonctionne ensemble. Et c'est un paradoxe. Les gens qui font confiance sont paradoxalement les gens les plus autonomes. Si je vous fais confiance ce soir, c'est que je suis paradoxalement autonome, suffisamment forte moi-même pour encaisser une éventuelle trahison ou tromperie. Donc je crée un lien de confiance parce que je suis suffisamment autonome. Les gens qui ne veulent jamais créer de lien de confiance sont paradoxalement les gens qui sont excessivement dépendants du regard et du jugement de l'autre. Je ne veux pas créer de lien de confiance parce que je suis très dépendant de votre regard. Je veux créer un lien de confiance parce que je suis suffisamment autonome. Donc voilà pourquoi c'est une condition de l'action, de l'autonomie, d'être actif. Et encore une fois, c'est une spécificité humaine, cette irrationalité propre à la confiance, puisque je disais, on ne fait pas confiance à des gens fiables. Il y a quelque chose qui dépasse la rationalité, qui dépasse l'intelligence. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une conséquence cognitive. Donc ça ne rentre pas pour la machine, l'intelligence artificielle ou l'IT. C'est beaucoup plus irrationnel que ça. Encore une fois, j'ai insisté sur l'intuition qui avait une part d'irrationalité, la pensée qui est rationnelle, mais qui va au-delà du purement mécanique, informatique, mathématique, et la confiance qui est aussi sur une spécificité humaine, une relation, du relationnel humain qui dépasse bien sûr le cadre du purement rationnel et du purement mathématique. C'est à cette condition, et j'en finis là parce que je suis très en retard, qu'on aura affaire à des humains en entreprise, et donc vivement l'intelligence artificielle, l'IT et l'essor fantastique de l'intelligence humaine, de l'intelligence artificielle, pour transformer effectivement les métiers. Les métiers ne disparaissent pas, mais les tâches se transforment. On aura toujours besoin de juristes, mais évidemment les juristes ne font plus du tout les mêmes choses aujourd'hui et ne feront plus du tout les mêmes choses demain, pour transformer les compétences et surtout pour transformer notre façon d'être et notre façon de penser. Je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup, Julia. Très enrichissant. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette plénière d'ouverture. Merci à tous pour votre attention. Donc,